Et nous rejoignons, chers téléspectateurs, à présent pour plus d'explications sur ce sujet, son Excellence ambassadeur Moataz Ahmadine, qui est ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères et ancien représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, comment ça va, Monsieur Gazé? Merci. Ça va, merci. Alors, premièrement, quand on parle de cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour former une force multinationale pour la bande de Gaza et pour garantir la sécurité et la reconstruction dans la bande de Gaza et certainement l'acheminement de l'aide humanitaire. Comment voyez-vous cette résolution et son effet sur le terrain? Bon, c'est une résolution très importante, bien sûr, je dirais même historique, mais pas nécessairement positive, parce qu'elle n'est pas sans précédent d'ailleurs. Il y a beaucoup de précédents dont on peut penser, qui incluent pour libérer le Koweït de l'invasion irakienne et arrêter le génocide en Bosnie, et aussi maintenir une zone d'interdiction de vol sur la Libye, et même une résolution qui n'a pas été approuvée pour envahir l'Irak en 2003. Cependant, le premier exemple est plutôt l'exemple de la force de sécurité et d'assistance pour l'Afghanistan en 2001, qui avait suivi l'invasion des États-Unis de l'Afghanistan en 2001 et qui a duré une quinzaine d'années ou 13 années exactement, et n'a pas été terminée qu'après beaucoup de pertes de vie et de ressources dans les forces de l'OTAN qui ont été indépendants de l'ONU, comme cette résolution. Et alors je dirais que cette résolution, elle établit une force, ou elle permet d'établir une force, mais indépendamment de l'ONU, et sous un commandement qui n'est pas sous le département des opérations de maintien de la paix de l'ONU, ni du Conseil de sécurité, mais plutôt du Conseil de la paix, qui est encore indépendant de l'ONU et présidé par le président des États-Unis. Cette résolution, alors, elle essaye de maintenir le cessez-le-feu, oui, acheminer l'aide humanitaire, oui, c'est très bien, mais aussi elle va au-delà du plan et elle s'attaque à la mission de désarmer les factions non gouvernementales en Gaza. À mon avis, si cette force est finalement établie, ce qui encore pose des doutes parce que ce n'est pas très évident quels pays peuvent y participer, vu son mandat élargi, comme la résolution le montre. Si jamais elle s'attaque au peuple palestinien au lieu de le protéger, et protège plutôt les forces de l'occupation, ça sera un effet, bien sûr, comme celui de l'Afghanistan. Mais au contraire, si cette force est déployée dans la ligne de séparation entre la partie de Gaza contrôlée par les Palestiniens et celle contrôlée par l'armée israélienne, pour établir une sorte de confiance avec la population palestinienne et empêcher Israël de briser le cessez-le-feu quotidiennement, peut-être elle pourrait construire petit à petit une sorte de confiance avec les Palestiniens et achever sa mission qui est à la fin observer le retrait des forces israéliennes et acheminer l'aide humanitaire et reconstruire Gaza. Mais sinon, si elle s'attaque comme Israël d'ailleurs, le Premier ministre israélien hier avait mentionné que la première mission de cette force de stabilisation va être de désarmer le Hamas. Si elle s'attaque à cette mission, je ne crois pas qu'elle va réussir. C'est pourquoi que de l'autre côté, Hamas a rejeté cette résolution et elle n'accepte pas. Bon, la résolution, bien sûr, elle reflète le point de vue américain et israélien. N'oublions pas que le plan de Trump a été rédigé par le ministre des Affaires stratégiques israélien Ron Dermer avec ses collègues américains Witkoff et le gendre de Trump, Jared Kushner. Et bien sûr, la résolution contient le plan de la paix, il est annexé à la résolution, elle l'endosse, et ce qui reflète aussi que ce plan a été accepté par beaucoup de pays
parce qu'il était la seule option pour arrêter la guerre. Oui. Mais cependant, il l'avait accepté tout en entendant que les détails étaient laissés à la négociation, comme le cessez-le-feu, l'accord du cessez-le-feu qui a été auquel on a été arrivé en Égypte avant le sommet de Sharm el-Sheikh. Oui. C'est le seul document qui a été signé alors qui était légal avant cette résolution en ce qui concerne le plan. Mais maintenant que le plan a été adopté par le Conseil de sécurité, il a une sorte de légalité juridique comme résolution de l'ONU et du Conseil de sécurité. Et bien sûr, le temps nous montrera si ça va être une réussite ou bien un échec comme l'Afghanistan. Comment voyez-vous le rôle israélien dans cette équation? Bon, dans cette équation, Israël, comme je disais tout à l'heure, d'après ses responsables, ils n'ont pas un rôle positif du tout. Ils brisent le cessez-le-feu quotidiennement. Oui. D'ailleurs, ce matin, ils l'ont brisé et au Liban et à Gaza. Alors, si jamais ils continuent comme ça, bien sûr, tout va éclater. C'est très clair. Beaucoup de pays comptent sur les États-Unis et la pression que le président Trump pourrait exercer sur Israël. Mais encore, là, ce n'est pas très clair ni très sûr qu'il y aurait une volonté politique chez les Américains et surtout chez le président Trump pour exercer cette pression. Mais encore, maintenant, il faut s'attaquer à la réalité. Et la réalité est qu'il y a une résolution qu'il faut user le plus possible et puis et lui donner une chance de réussir. Sinon, je vous rassure que le peuple palestinien est assez résilient. On l'avait expulsé de Beyrouth et on avait essayé d'expulser la résistance ou de achever la résistance, mais après que le PLO, l'OLP, je m'excuse, l'Organisation de libération de Palestine, Oui. a cessé de résister, il y a d'autres organisations qui ont été nées et qui ont résisté plus fortement que l'OLP. Oui. Est-ce que, selon vous, le rôle où Israël bombarde de temps à autre le sud du Liban, est-ce que vous pensez que le Hezbollah a toujours une existence dans cette région? Bon, le Hezbollah, il existe au Liban, parce que le Hezbollah, ce que Israël comprend, mais essaye de regarder de l'autre côté, aussi que les États-Unis, Hezbollah est une partie importante du peuple libanais. Oui. Et alors, il est au sud, au nord, à l'est, à l'ouest du Liban, et c'est un composant très important aussi du théâtre politique libanais. Et bien sûr, si le gouvernement libanais n'a pas la capacité de résister à l'invasion israélienne, alors il y aurait un rôle pour les autres organisations non gouvernementales. Mais si jamais Israël s'en va du Liban, il y a le retrait des troupes israéliennes et elle ne s'attaque plus au Liban, il n'y aurait pas de raison d'être pour les armes et la force du Hezbollah. Ici aussi, je voudrais ajouter que ce que Israël essaye de faire au Liban couramment, ce n'est pas seulement le Liban ou le Hezbollah qui est visé, mais c'est plutôt, elle prépare le front pour s'attaquer à l'Iran encore une fois, suivant sa politique qu'elle a suivie avec Gaza, avec le Liban, avec la Syrie. Oui. Elle isole ses adversaires, puis elle essaye de les désarmer, et puis de les exterminer ou de les détruire. Alors ça, c'est une partie de la stratégie d'essayer d'étendre la guerre vers l'Iran et non pas sur le Liban uniquement. Parfait, Votre Excellence, ambassadeur Mouataz Ahmadine. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères et également notre ancien représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies. Merci à vous.